combien gagnent les ingénieurs américains par rapport aux ingénieurs français. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller voir un peu dans le détail combien gagne un ingénieur français, combien gagne un ingénieur américain, voir les coûts de la vie dans chacun des deux pays, et voir si au final, effectivement, il y a une grosse différence de pouvoir d'achat, ou on est plutôt sur kiff-kiff. Effectivement, parce qu'on sait que le système de retraite et de sécurité sociale pour la santé en France est assez particulier, celui des États-Unis est beaucoup plus libéral, on va dire. Est-ce que ça change vraiment la donne ou le salaire aux États-Unis vient complètement aplatir le salaire français et on est sur deux ordres de grandeur totalement différents? C'est une question plutôt importante, l'expatriation en ce moment en France. Souvent on a l'a priori que en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, à Singapour, on gagne énormément plus. On sait aussi que le coût de la vie est plus important. Mais si on fait un peu les calculs, qu'on regarde dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est une différence si importante que ça? J'ai pris des choses sourcées, j'ai pas envie de parler en mode comptoir et pas savoir ce qu'on dit, donc tout ce que je vais dire dans la vidéo est sourcé, et quand je fais des interpolations ou des interprétations, je le précise aussi. N'hésitez pas à regarder le contenu de la description, parce que c'est là où vous aurez tous les éléments si vous souhaitez plus d'infos, si vous voulez faire vos recherches par vous-même. Moi ici, je vous dégrossis bien le travail, on aura une vraie conclusion à la fin. Pour commencer, il y a une dernière étude du Bureau of Labor Statistics, c'est une institution gouvernementale américaine qui fait des études sur l'emploi aux États-Unis, le chômage, les salaires, quel secteur recrute le plus, combien de personnes travaillent dans telle ou telle branche. Il fait des études de manière annuelle, et il y en a une que j'ai retrouvée de mai 2024, donc c'est assez récent, qui étudie tout ce qui se passe en termes de salaire et de nombre d'employés par branche. Et ça parle beaucoup du métier d'ingénieur, donc c'est assez intéressant, et ça explique comment est le marché de l'emploi aux États-Unis. Et donc dans ce grand tableau, la chance qu'on a, c'est qu'il y a énormément de détails sur le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis, le taux horaire moyen de rémunération, la paye annuelle, et le salaire médian. Donc il y a la médiane, écrit ici médiane, et mean wages, c'est moyen. Donc employment, c'est le nombre de personnes. Donc on voit qu'il y a 154 187 380 personnes qui travaillent aux États-Unis sur un pays qui fait 300 millions d'habitants. On voit plein de choses. On peut voir déjà combien de personnes occupent un poste de management, presque 11 millions. Combien de personnes dans le métier de la finance et du business, 10 millions. Dans les maths et l'informatique, 5 millions. Architecture and Engineering Occupations, 2,5 millions. Okay. Et en fait, les ingénieurs se trouvent un petit peu partout, mais ce que je vais essayer de trouver, c'est quand même les postes d'ingénieurs où on peut vraiment dire que c'est des tafs d'ingénieurs. Effectivement, on peut être diplômé ingénieur et faire un autre métier, hein, c'est pas la question. On peut aller en finance sans aucun problème, en management, beaucoup d'ingénieurs font du management. Aux États-Unis aussi. Même là, Life, Physical, Social Science Occupations, 1,4 million. Pareil, il y a plein de gens qui vont aller là-dedans qui sont ingénieurs. Je veux juste trouver les gens qui sont ingénieurs et qui ont un titre d'ingénieur, on va dire. Donc là, par exemple, je vois les Industrial Engineers. Donc il y en a 350 000 aux États-Unis et ils ont un salaire moyen de 107 900 $. 107 900 $, donc si on convertit en euros, ça, il faudra enlever 15% en ce moment, au moment où je tourne la vidéo le 21 septembre, donc ça ferait un salaire moyen de 91 000 €. Pour rappel, le salaire moyen selon l'IESF, donc c'est l'étude que je vous ramène ici, le salaire brut médian en France des ingénieurs en 2023 est de 64 000 €. Là, on voit que Industrial Engineers, on est sur 91 000 €. Donc déjà, on a un peu une indication, petit feeling de se dire, est-ce que, ouais, on gagne beaucoup plus, en tout cas aux États-Unis. Industrial Engineers, maintenant, on va regarder quand même les autres engineers, parce qu'il n'y a pas que ça. On va voir si c'est autour des 100 000 $ de salaire moyen. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les highest paying architecture and engineering occupations, c'est là où il y a computer hardware engineers, donc tout ce qui est informatique, 156 000 $, pétrole 153 000 $, aérospace 141 000 $. Donc voilà, on est sur des ordres de grandeur quand même bien plus importants qu'en France. On va regarder Electrical Engineers, il y en a 188 000 aux États-Unis, 120 000 $ de salaire moyen. En santé, 113 000. Aerospace Engineering and Operations Technologists and Technicians. Donc là, les techniciens sont à 86 000 $ en aérospace par exemple. Ça fait vraiment dire que voilà, on est quand même sur quelque chose au-dessus, hein. Là, c'est tous les techniciens. Donc on voit que là, on est en dessous du 100 000 $ quand même pour les techniciens. On est plutôt sur du 75-63 000 $ pour les techniciens. Je vous mettrai évidemment ce document dans la description. Je le trouve très très intéressant. Et vraiment, on a des stats
palpable, on voit vraiment les salaires par type de métier. Et voilà, on peut regarder les Sales Engineers, là on est sur 130 000 $. Airline Pilots, ah ça c'est intéressant, pilote d'avion, 280 000 $ de salaire, donc ça c'est quand même assez énorme. Donc je pense que c'est important d'avoir tous ces ordres de grandeur là en tête, et j'ai fait tout un Excel ensuite qui synthétise tout et qui va nous permettre d'analyser avec la médiane, le salaire médian des ingénieurs aux États-Unis, les 10% les moins bien payés, les 10% les mieux payés. Et j'ai fait pareil pour la France, en utilisant évidemment l'enquête de l'ISF avec l'éventail des salaires. Avec ça, on peut essayer de faire des médianes et interpoler. Pour rappel, voilà l'éventail des salaires qu'on avait en France. Je l'ai montré dans une précédente vidéo où je montre vraiment plus le détail. Je vous le dirai à la fin de vidéo, mais j'ai une bonne nouvelle par rapport à cette enquête-là. On a les déciles, on voit qu'on commençait à 22 000 pour le premier décile, ça finissait à 55 000 en fin de carrière. Et pour le 9e décile, les 10% des ingénieurs les plus riches, les mieux payés en France, on va dire, c'était 56 000 € et 230 000 en fin de carrière. 56 000 € en début de carrière. Donc voilà, pour rappel, c'était ça les ordres de grandeur, 64 000 € en salaire médian. Et donc on voit en fait à travers ce document, français et américain, une grosse différence de revenus. Pour la médiane des ingénieurs entre les États-Unis et la France, ça fait 75% de salaire en plus aux États-Unis. Et pour les 10% des ingénieurs les mieux payés, ça fait 65% de salaire en plus aux États-Unis. C'est assez impressionnant. Pour donner les salaires, donc 56 640 € aux États-Unis pour les 10% des ingénieurs les moins bien payés. Pour la médiane, 111 970 €. Et pour les 10% des ingénieurs les mieux payés, 198 372 €. En France, c'est 38 000 € pour les moins bien payés. La médiane, 64 000 € et les 10% les mieux payés, 120 000 €. Donc voilà, en relatif, ça fait ces écarts-là et c'est assez monumental. Il y a un gouffre sur le salaire et on va essayer de voir si ce gouffre-là s'explique par un coût de la vie largement supérieur aux États-Unis. On verra que c'est assez surprenant le résultat. En fait, il faut l'avoir en tête, c'est que ce pays, les États-Unis, est l'un des pays les plus riches du monde en termes de production, en termes de PIB par habitant. Évidemment que les ingénieurs seront bien mieux payés, mais là, la différence, ça fait quand même assez mal. En vrai, faut pas se le cacher. Les ingénieurs américains sont largement mieux payés. Maintenant, on va voir si ça change avec le coût de la vie qui est pris en compte. Je vous présente mon tableau rapidement et après on va passer catégorie par catégorie. Là c'est le gros tableau avec tous les résultats que j'ai concaténés. Donc pour avoir les coûts de la vie, la retraite, la santé, j'ai fait plein de recherches, je vous les mets aussi en description. C'est des recherches qui sont, je préfère le dire, un petit peu moins officielles que les salaires. Parce que pour les salaires, j'ai utilisé l'IUSF. C'est déjà assez solide comme enquête. C'est 50 000 personnes qui répondent tous les ans. Bureau of Labor Statistics, il n'y a pas plus sérieux aux États-Unis. C'est un peu l'INSEE de là-bas. Donc en vrai, sur les salaires, on est assez juste et je pense assez fiable. Sur les coûts de la vie, ça varie énormément. Par exemple, aux États-Unis, le système est beaucoup plus libéral. Donc les gens vont mettre plus ou moins dans la retraite et dans la santé. Ça dépendra. S'ils veulent se protéger énormément pour la santé, ils peuvent prendre des assurances bien plus chères. Et donc forcément, ce que je veux dire, c'est des ordres de grandeur, c'est des moyennes. C'est pas à prendre au stricto sensu, vous allez gagner ça si vous faites ça, quoi. Donc adaptez-le à votre cas, c'est le disclaimer que je veux avoir là. Et aussi, j'ai pas parlé de la fiscalité change énormément. Là, j'ai pris que des cas d'ingénieurs célibataires. Je me suis dit, là, c'est l'ingénieur qui sort de ses études, il a les crocs, il a envie de, pourquoi pas, aller aux États-Unis, il est célib, il part. Mais évidemment, si vous vous mariez, si vous pacsez, si vous avez des enfants, il y a plein de choses à prendre en compte pour votre fiscalité, pour la santé, pour les retraites. Donc attention à tout ça, prenez pas mot pour mot ce que je veux dire, c'est un ordre d'idée. Ok, j'ai rappelé les salaires des ingénieurs en brut annuel, en brut mensuel, vous voyez que on arrive à ça, j'ai juste divisé par 12, il n'y a rien de très sorcier pour le moment. J'ai ramené en euros aussi, parce qu'il fallait comparer euros et euros, que les salaires d'ingénieurs bruts mensuels aux États-Unis vont de 4 720 € brut mensuel à 16 531 €. Et en France, ça va de 3 167 € brut pour les 10% des ingénieurs français qui gagnent le moins à 10 000 € brut mensuel pour les 10% des ingénieurs français qui gagnent le plus. En net, ça, vous avez les conversions juste en dessous. On voit de 3 455 aux États-Unis à 10 475 et de 2 258 à 5 649 avec des médianes à 6 004 et à 3500. C'est cohérent avec la vidéo, la dernière vidéo sur les salaires. Salaire 3500 € net de salaire médian pour un ingénieur. Je
Je vous avais parlé de 3000 à 3500 euros de salaire médian pour les Français, on y est. 3499, 3500 euros. En termes de coût de la vie, donc j'ai regardé un peu les coûts de la vie en fonction des régions où on habitait, parce que je pense que c'est assez important vu que le logement prend une part assez importante aux États-Unis comme en France. Donc dans la première colonne, c'est là où ça coûte le moins cher d'habiter aux États-Unis et où vous pouvez trouver un salaire d'ingénieur. Donc les états où j'ai réussi à trouver ça, c'était Oklahoma, Mississippi, Alabama. Vous pouvez trouver des tafs d'ingénieurs payés assez bien là-bas et les coûts de la vie sont relativement faibles. Des villes maintenant un peu plus chères en termes de coût de la vie aux États-Unis, Détroit, Cleveland, Albuquerque, et les villes les plus chères aux États-Unis pour y vivre, New York City, San Francisco, Boston et Washington DC. En termes de coût de la vie annuel, on est sur 18 000 euros pour la partie la moins chère, pour les endroits les moins chers aux États-Unis, 35 600 euros annuels pour la médiane et 60 400 euros annuels pour la zone la plus chère. Mensuellement, ça fait 1500 euros de dépenses pour les coûts de la vie. Donc coût de la vie, quand je dis coût de la vie, attention, c'est logement, alimentation, transport. Donc un peu les indispensables. On a besoin de se loger, on a besoin de manger, on a besoin de se déplacer. Si vous êtes très dépensier et vous avez beaucoup de loisirs, je ne l'ai pas compté, ça fera partie du pouvoir d'achat. Donc quand je donnerai pouvoir d'achat, ça sera le reste à vivre après les obligatoires, se loger, se soigner, tout ce qui est en bas de la pyramide de Maslow, on va dire. En France, si on regarde le coût de la vie, on est sur 7 920 euros pour des villes comme Saint-Étienne, Limoges, Le Mans. C'est des villes où il y a des tafs d'ingénieurs. Et ramené au mois, on est sur 660 euros si on prend logement, alimentation, transport. Donc ça, c'est dans les recherches que j'ai eues. Je trouve que c'est évidemment faible, mais en tout cas, ça existe. C'est possible d'avoir des logements à 300 euros de loyer par mois en France. Il y a peu de villes où c'est le cas, mais c'est possible. Tu manges pour 200 euros, t'es à 500. Pour des villes vraiment pas chères, c'est faisable d'être à 660 euros mensuels. Pour les villes moyennes, donc là on est sur Lyon, Bordeaux, Toulouse. Donc c'est quand même des métropoles, mais où le coût de la vie reste à peu près raisonnable. C'est-à-dire qu'on peut trouver un logement en studio pour 600 euros. C'est ça l'ordre de grandeur. On va dire que là-dedans vous avez 100 euros de transport, votre forfait, votre vélo, je sais pas. Donc là on est à 700 euros et 400 euros de nourriture, 1096 euros en coût de la vie. Donc ça ferait 13 149 euros annuels. Et pour les villes les plus chères, donc Paris, Nice, Annecy, donc c'est les villes que j'ai trouvées les plus chères dans mes recherches, on est sur 1953 euros en coût de la vie, alimentation, nourriture, logement. Donc ça c'est les ordres de grandeur en termes de coût de la vie. On voit quand même une énorme différence entre Paris où vous allez sortir 2000 euros en dépenses un petit peu obligatoires on va dire, et 5000 euros à New York. À New York, un studio pour vivre tout seul, c'est vite 3000 euros. Faut l'avoir en tête. Hein. Et à San Francisco, la même idée, 3000, 3500, 4000 euros si vous voulez avoir un beau truc. Vous rajoutez la bouffe, les transports, vous arrivez effectivement à 4000, 5000 euros de dépenses pour les basiques, sans se faire kiffer ni rien. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment vous pouvez avoir des énormes salaires, vous pouvez vous permettre de vivre dans des villes chères, qui sont cool et agréables à vivre, hein, pourquoi pas. Mais quand vous avez des faibles salaires, on voit ici par exemple que salaire ingénieur qui gagne peu aux États-Unis, 3455 euros en super net mensuel, il aurait 5000 euros de dépenses obligatoires, il serait en négatif tous les jours. Donc si vous êtes un ingénieur très mal payé dans une ville très chère, vous voyez bien que ça marche pas. Vous êtes pas en négatif, vous allez vous endetter, la pire chose. Donc l'idée c'est gagner énormément dans un endroit pas cher. Bon pour l'instant je dis pas des choses très surprenantes, mais voilà, on s'en rend compte en tout cas que l'adaptation entre salaire et coût de la vie dans votre ville est très importante, encore plus aux États-Unis, quand on passe de 1500 à 5000 euros de dépenses obligatoires mensuelles. Maintenant, si on regarde les dépenses de santé en annuel, donc ça c'est assez intéressant parce que moi j'étais parti du principe qu'aux États-Unis la santé coûtait super cher parce que quand il t'arrivait quelque chose, bah c'est toi qui le payais du coup. Enfin tu vois, tu te disais bah j'ai une assurance pour la santé, je la paye un petit peu, mais quand il m'arrive une opération lourde, j'ai mon assurance qui va couvrir une partie, mais je vais rajouter en plus. Ça peut compter en plusieurs milliers d'euros. Là où je me disais en France, on est assez couvert, il y a la sécurité sociale qui est un système par répartition, donc on prend l'argent, on le met dans une grande caisse, et quand il y a quelqu'un qui a un truc qui coûte très cher, par exemple une chimiothérapie, et bah on est capable de dépenser 500 000 euros pour cette personne, même si cette personne n'est pas du tout capable de les sortir elle-même, grâce au système par répartition. Sauf que comme ça arrive peu de fois, les cancers qui coûtent très cher par exemple, le système fonctionne plutôt bien quoi. C'est une caisse mutuelle, une énorme tirelire générale
où ensuite ça vient déperler. Et ce système fonctionne très bien en France, parce que on se rend compte que, indicateur tout simple, l'espérance de vie en France est 6 ans supérieure à celle aux États-Unis. 6 ans pour deux pays très riches, très développés. La France est moins riche que les États-Unis, pourtant l'espérance de vie en France est 6 ans supérieure à celle des États-Unis. Aux États-Unis c'est 76 ans, en France c'est 82 ans, d'accord? Donc ça c'est important aussi à avoir en tête, c'est que la preuve que le système de santé français marche bien, c'est qu'on vit plus longtemps, peut-être parce qu'on a des médecins qui nous soignent mieux et tout le monde est soigné de la même manière, c'est collectif, c'est un système collectif. Là où aux États-Unis, si t'as pas les moyens de te permettre d'avoir des médecins, d'avoir des médicaments, malheureusement tu dois en pâtir et avoir parfois des conséquences horribles. Du coup, ne pas se soigner, ça amène souvent à des choses comme la mort. Enfin, voilà. C'est un système très individualiste aux États-Unis. Quand t'es pas malade, ça marche bien, mais quand t'es malade, aïe. Là, ça peut être dangereux. Donc le système d'assurance retraite, c'est à peu près la même chose. C'est chacun met comme il veut. Et là, je vais vous donner des ordres de grandeur que j'ai trouvé des dépenses des Américains dans la santé et dans les retraites par mois et par an. Donc comment j'ai fait pour trouver ces valeurs-là? J'ai pris les Américains qui avaient des salaires de l'ordre de 56 640 €. Donc ça faisait environ 65 000 $. Et j'ai regardé par mois combien ils dépensaient en dollars. Donc voilà, j'ai fait cette recherche-là. Ça nous amène à 2677 € par an. 223 € mensuels. Si on compare avec les Français qui gagnent 38 000 €, les Français mettent plus d'argent dans leur santé au niveau de salaire de 38 000 €. Relativement, ils mettent 3 600 € par an via leur fiche de paye. Donc les contributions sociales en France, c'est la CSG et la CRDS, et le calcul se fait sur une base de 98,25% du salaire brut. Là, 38 000 € fois 98,25%, ça faisait 37 335 €. La CSG, c'est 9,2% de la base. Donc ça faisait 3 434 €. La CRDS, 0,5% de la base, ça faisait 186 €. Et donc on arrive sur un montant à 3 600 € environ. J'ai fait ce calcul-là pour tous les autres en France, mais ça fonctionne comme ça en fait. En gros, on met environ 10% dans la santé de notre revenu. Donc quand on gagne 38 000 €, on va mettre effectivement environ 3 600 € par an dans notre santé. Quand on gagne 64 000 €, on met 6 100 €. Et quand on gagne 120 000 €, on met 11 400 € dans la santé. Donc voilà, on a cet ordre de grandeur là de 10%. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple, c'est proportionnel au revenu tout simplement. Et donc du coup, bah, je trouve ça assez équitable en vrai comme système. Plus tu gagnes, plus tu participes au système de santé. Donc aux États-Unis, il y a Medicare Tax et l'assurance maladie privée. Donc Medicare Tax, c'est la cotisation obligatoire pour la santé publique. C'est l'assurance pour les plus de 65 ans. Le taux est de 1,45% sur l'ensemble du salaire, avec un taux additionnel de 0,9% pour les revenus supérieurs à 200 000 $. Et l'assurance maladie privée, donc c'est ce que prennent la plupart des Américains, qui bénéficient de cette assurance via leur employeur. L'employé paie une partie de la prime mensuelle, tandis que l'employeur paie le reste. Le coût moyen pour un plan individuel pour un salarié est d'environ 1 800 $ par an, soit environ 150 $ par mois. Cependant, pour les familles, le coût peut être bien plus élevé. Les coûts varient également selon l'état et le type de plan. Donc là, par exemple, pour 60 500 $ de revenus, donc là ça correspondait au revenu à 56 640 €, on était à une dépense de santé de 2 677,25 en prenant ce rapport-là, quoi. Donc c'est une sorte d'extrapolation, c'est là où je vous dis que c'est des ordres de grandeur, et c'est surtout sur ces notions-là qu'il faut avoir une vigilance. Pareil du coup pour la personne qui gagne 111 970 € par an aux États-Unis, et vous avez aussi pour les 10% des ingénieurs qui gagnent le plus, avec leur revenu annuel de 198 372 €, ils mettent 5 000 € dans la santé. Donc en vrai, c'est faible par rapport aux Français où c'est proportionnel au revenu. Là, on voit que les Américains, ils mettent peu d'argent dans la santé. Je pense que, attention, là, c'est dans le cas d'un célibataire, c'est dans le cas de quelqu'un qui n'a pas forcément des enfants qui ont des maladies, ou même des personnes qui n'ont pas, eux, des maladies. C'est des gens qui ont de la chance, entre guillemets, de ne pas être dans le cas où ils doivent avancer énormément de frais de santé. Vous pouvez payer ça toute votre vie, à 45 ans devoir sortir 150 000 $ pour une opération. Là, évidemment, ça change toutes les stats, quoi, parce que là, 5 000 € sur une carrière de 40 ans, ça vous fait 200 000 € de sortie. Si vous ajoutez une opération, une chimio, je sais pas, à 150 000 $, vous rajoutez presque un facteur 2 à mon calcul ici. Donc voilà, pour la retraite.
Donc là, c'est un poste de dépense encore plus important que la santé. Aux États-Unis, je vais vous expliquer comment le calcul a été fait. Aux États-Unis, la retraite, c'est un système à 2 étages. Donc il y a le régime de base, la Social Security, et en plus, il y a la retraite par capitalisation, le 401k, et c'est le pilier principal de la retraite pour de nombreux Américains, ce 401k. Donc les employés y contribuent en fait avec leur employeur et un abondement de l'employeur match, on appelle ça. Et le taux de contribution moyen des employés est d'environ 7,7% du salaire, bien que les hauts revenus puissent contribuer encore davantage pour qu'à la retraite, ils aient une pension de retraite importante. Donc ça, c'est tout un autre système que la France, où la France, c'est un système par répartition, où en fait, les actifs payent pour les passifs. Donc là, on voit qu'il y a un problème avec la pyramide des âges en France, où maintenant, on a 1,4 actifs pour un passif, alors que à l'après-guerre, on était à 3,5 actifs pour un passif. On voit que le système par répartition marche moins en moins bien, c'est pour ça qu'on prolonge l'âge de départ à la retraite, que ça fait beaucoup de débats en France, etc. C'est encore une fois pas le sujet ici. Mais on se rend compte que le système par capitalisation permet de créer une économie un peu plus importante parce qu'on a une masse financière énorme. Imaginez tous les retraités qui investiraient en bourse ou dans des entreprises françaises pour leur développement, pour que leur retraite soit payée. Donc ça rajoute du risque, évidemment, il y a un rendement égal risque. Vous pouvez pas avoir une retraite par capitalisation qui vous génère beaucoup d'argent et qui prend un taux d'intérêt important chaque année si vous n'avez pas une risque de perte en capital. Donc évidemment, il y a un plancher, donc il y a la Social Security Tax, mais si vous voulez avoir une belle retraite confortable, il va falloir prendre du risque. Et c'est ce que incite le système américain, alors que le système français est beaucoup plus protecteur, conservateur, dans le sens on vous met pas dans une situation de risque vis-à-vis des marchés financiers, on vous assure votre retraite, mais on se rend compte que maintenant le système marche de moins en moins bien, puisque l'État-providence, sans avoir énormément d'actifs générant une manne financière, sans les rétributions qu'on a avec l'assurance vieillesse, etc., s'il n'y en a pas assez, on ne peut pas financer le modèle de retraite. Donc c'est purement des maths, c'est assez simple, mais vous voyez que les États-Unis fonctionnent totalement différemment. On va voir maintenant combien ils mettent pour les ingénieurs. Pour les ingénieurs américains qui gagnent le moins, les 10% qui en gagnent le moins, ils mettent 8 409 € par an, 700 € par mois, 16 652 € pour la médiane, 1 388 € par mois, 32 208 € par an, 2 684 € pour la médiane. Comment j'ai fait pour avoir ces chiffres? Donc pour le premier revenu, j'ai pris la Social Security avec 6,2%. Pour la 401k, 7,7% de contribution moyenne. Donc c'est une moyenne, encore une fois, une incertitude en plus. 4 658 €, j'ai sommé les deux, 8 409,50 €. J'ai utilisé la même méthode pour les deux salaires du dessus, tout simplement. C'est contestable, vous pouvez expliquer pourquoi ça marche pas dans les commentaires. Moi, c'est les hypothèses que j'ai prises, ça peut être intéressant de voir comment vous feriez pour comparer ces valeurs-là. Et en France, ça marche différemment, c'est des assurances vieillesse, donc je vais vous montrer comment j'ai fait mes calculs en France. Je vous montre juste d'abord les résultats, donc 38 000 € de salaire annuel, 4 300 € dans la retraite par an, 64 000 €, 6 700 € dans la retraite par an, 120 000 €, 12 601 € dans la retraite par an. On regarde ensemble. Alors en France, pour le salaire de 38 000 € par an, on est en dessous du plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, qui est de 47 100 €. Les cotisations plafonnées s'appliquent donc sur l'intégralité du salaire. Je vous montre un peu le détail. L'assurance vieillesse plafonnée, c'est 6,90% du salaire brut. Donc là, ça nous fait 2 622 €. L'assurance vieillesse déplafonnée, c'est 0,40% du salaire brut. Donc là, 152 €. La retraite complémentaire, donc ça c'est pour les salariés. La retraite est dans la tranche 1 jusqu'au pass taux salarial de 3,15%. Donc là, ça fait 1 200 €. Je somme le tout. Et aussi la contribution d'équilibre généralisée. Ce qui change un peu pour les salaires du dessus. Donc les 64 000 € par an, on est au-dessus du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc il y a des cotisations qui sont sur la partie plafonnée et sur la partie déplafonnée. Sur l'assurance vieillesse, ça change absolument rien. Sur les complémentaires, ça change. Jusqu'au pass, on avait 3,15% sur 47 100 €, donc 1 483 €. Et sur la tranche 2, au-dessus, on fait la différence des deux, entre 64 000 et 47 000. On a un taux salarial de 8,64%, 1 460 €. Donc là, je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour voir que les calculs ont été faits comme ça. Si les gens se questionnent, au moins vous avez vraiment le détail, ce qui nous fait une retraite annuelle
contribution de 6 700 €. Pareil pour les ingénieurs français qui gagnent le plus, donc on arrive sur ces niveaux. On se rend compte que les Américains mettent plus d'argent dans leur retraite, en même temps ils gagnent plus, donc évidemment s'ils veulent avoir un pouvoir d'achat qui diminue moins par rapport à leur vie active, ils ont intérêt à mettre plus dans leur retraite. Et en plus de ça, ils ont une capitalisation boursière, donc ils ont des taux d'intérêt qui se génèrent, alors qu'en France, pas de taux d'intérêt. C'est là où la différence est qu'aux États-Unis, on se finance nous pour plus tard, alors qu'en France, on finance les autres pour maintenant. Maintenant qu'on a vu le coût de la vie, la santé, la retraite, il reste la fiscalité. Et là, on voit que la France, c'est chaud. La France impose énormément, on va regarder ça tout de suite. On commence par la France pour changer. Donc la France, comment ça marche? Le barème de l'impôt sur le revenu pour 2025 sur les revenus de 2024 pour une personne seule, donc une part fiscale, c'est jusqu'à 11 497 €, 0%, de 11 498 à 29 000, 11%, de 29 000 à 83 000, 30%, de 83 000 à 180 000, 41%, plus de 180 000, 45%. Donc on va prendre tout ce que vous gagnez par tranche et lui appliquer un taux et sommer les produits. Vous voyez ce que je veux dire? On commence avec l'exemple à 38 000 € par an, jusqu'à 11 497 €, on n'impose rien, c'est 0%. La tranche à 11%, on a une partie qu'on impose à 11%, et la dernière tranche, la tranche marginale d'imposition, la TMI on appelle ça, on impose à 30%, ce qui nous fait 3 425 € d'impôt sur le revenu pour quelqu'un qui gagne 38 000 € par an brut, soit un taux moyen d'imposition de 10%. Pour le salaire brut de 64 000 € par an, pareil, on est toujours en TMI max à 30%. Par contre, pour celui à 120 000 € par an, on a une tranche à 41%, celle-ci il faut l'éviter au maximum parce qu'elle fait très mal, 41% d'impôt sur le revenu. Donc là ça nous fait une imposition sur le revenu de 28 224 € pour quelqu'un qui gagne 120 000 € par an brut, soit un taux moyen d'imposition de 26,13%. Voilà pour ça, pour la France. Pour les États-Unis, donc il y a l'impôt fédéral et il y a l'impôt d'État. L'impôt fédéral, ça marche comment? C'est le niveau le plus important, il est progressif, c'est avec différentes tranches d'imposition. Et l'impôt d'État sur le revenu, de nombreux États ont leur propre impôt sur le revenu qui s'ajoute en fait à l'impôt fédéral, donc du pays. Mais par État, les taux et les barèmes peuvent varier énormément en fait. Certains États comme la Floride ou le Texas n'ont pas d'impôt d'État sur le revenu. Quoi, beaucoup de Français notamment se domicilient fiscalement au Texas et en Floride. Floride, je pense à Booba notamment, parce qu'il n'y a pas d'impôt d'État, pardon, il n'y a que l'impôt fédéral, et donc ça peut influencer évidemment le choix de la résidence. Et donc le revenu net imposable aux États-Unis, c'est le salaire moins les déductions. Et la déduction pour une standard pour une personne seule, donc là pareil, c'est un cas pour un célibataire, c'est 15 000 $. Ça sera plus si c'est un couple, etc. Et on a l'imposition avec les fiscalités annuelles. On va de 4 000 € d'impôt aux États-Unis jusqu'à 35 000 € d'impôt annuel et en France de 3 000 € à 24 000 à 25 000 € d'impôt annuel. Donc on impose plus en France pour des salaires qui sont moindres. C'est assez important, et si on veut regarder retraite, santé, fiscalité, avec toutes les hypothèses qu'on a prises, je le rappelle encore une fois. Donc on voit quoi? Qu'on impose beaucoup plus en France, que le coût de la vie est par contre beaucoup plus important aux États-Unis. Donc maintenant il est temps de faire une synthèse. Si on prend en compte le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que on enlève au salaire brut l'imposition, la santé, la retraite, le coût de la vie, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est kiff-kiff entre la France et les États-Unis? Est-ce qu'il y a une différence énorme? On regarde ça tout de suite. Donc maintenant, si on regarde le pouvoir d'achat réel estimé mensuel, qu'est-ce qu'on a? USA, 10% des ingénieurs qui gagnent le moins. Pouvoir d'achat réel estimé mensuel, 1 955 €. Tranche du dessus, 3 458 €. Tranche encore du dessus, 5 442 €. Donc ça, c'est le reste à vivre du kiff, on va dire. C'est vraiment genre ce qui reste. Et attention, il y a un biais là-dedans, c'est qu'on prend le top salaire moins les top dépenses. Mais on peut avoir le top salaire moins des dépenses moyennes ou des dépenses très faibles. Là, c'est le calcul du dessus. Maintenant, on regarde si j'ai un faible salaire aux États-Unis. Donc j'ai un ingénieur qui gagne peu aux États-Unis et que je dépense peu. 1955, ça c'est ce qu'on vient d'avoir comme calcul. Par contre, si j'ai des dépenses médianes qui correspondent à la vie comme on a vu à Détroit par exemple, 488 € de pouvoir d'achat, très faible. Et si on est sur des dépenses les plus élevées, donc si on a un salaire très faible et qu'on vient vivre à New York, je sais pas quelle idée saugrenue on aurait de faire ça, mais on voit qu'on a un négatif de 1579 €, donc on n'arrive pas à vivre. Maintenant, si on a un salaire médian aux États-Unis d'ingénieur et qu'on vit dans un endroit où ça coûte pas grand chose, donc imaginons qu'on va vivre au Texas, faire du pétrole. Je donne pas des idées, j'espère
vraiment pas que vous allez faire du pétrole au Texas. Vous pouvez avoir cet ordre de grandeur là en termes de salaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 120, 130 000 $, donc 111 000 €. Et vous allez payer des dépenses assez faibles en termes de coût de la vie. Donc on serait dans cet ordre de grandeur là, vous auriez un pouvoir d'achat de 4 925 € en reste à vivre. Dépenses médianes, salaire médian 3 458 €. Dépenses 10% plus, salaire médian 1 391 €. Donc déjà, vaut mieux gagner moins à vivre dans un endroit qui coûte moins cher aux États-Unis que gagner de manière médiane, gagner de manière moyenne, on va dire plutôt, même si vous voyez ce que je veux dire, dans un endroit qui coûte très cher. Parce que ça peut très vite monter en fait aux États-Unis, c'est ça qu'on voit. Maintenant, quand on regarde le top 10% des salaires pour les ingés, si vous vivez dans un endroit qui coûte vraiment pas cher, vous faites rentrer tous les mois, tout déduit, hein, juste en kiff, 8 975 € par mois. Donc si vous gagnez beaucoup, vous vivez dans un endroit qui coûte pas très cher, 8 975 €, c'est énorme. 7 509 € pour un endroit médian, et pour un endroit qui coûte très cher, 5 442 €. Donc voilà, les pouvoirs d'achat sont quand même assez élevés. Quand on a des restes à vivre à plus de 1000 €, on peut quand même faire 1000, 1500, 2000, ça dépend de vos envies, mais vous pouvez vous faire plaisir. Typiquement, si vous voulez vous acheter une voiture, je sais pas, 100 000 € aux États-Unis, vous pouvez avoir des trucs incroyables à 100 000 €. Je donne un exemple, hein. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous mettez 2000 € dedans tous les mois. Quand vous avez 5 442 € de reste à vivre, ça se fait 2000 € dedans tous les mois. En 50 mois, vous l'avez payé. 50 mois, c'est 4 ans. 4 ans, vous payez une voiture à 100 000 € quand vous avez un top salaire aux États-Unis. Enfin voilà, c'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Là, c'est reste à vivre, voilà, ce pouvoir d'achat est quand même hyper intéressant. Si on regarde le tableau maintenant comparatif en France, on est sur des données beaucoup plus moyennes, beaucoup plus faibles. On reste toujours en positif, même quand on va vivre à Paris et qu'on gagne un petit salaire, on reste toujours en positif, mais c'est la galère en vrai, 305 € de reste à vivre. Bah vous achetez 3 fringues dans le mois, 3 restos, 3 bars, bon le mois il est plié quoi. Hein. Il faudra pas acheter des fringues très chères, faire des restaurants très chers et boire des coups très chers. Les pouvoirs d'achat en France, on est sur des choses qui sont quand même moins impressionnantes. On dépasse pas les 5000 € de pouvoir d'achat, mais je considère qu'à partir de 1500 € de pouvoir d'achat, 2000 € de pouvoir d'achat, on peut quand même faire des belles choses, on peut penser vraiment à avoir une maison, à devenir propriétaire, à voyager. On n'est pas forcément en train de se restreindre, voilà. Et quand vous mutualisez ça avec un couple, par exemple, ça mutualise les coûts du logement, par exemple. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue purement financier. Même s'il n'y a pas que ça. On se rend compte que comme le coût de la vie est très élevé aux États-Unis, quand vous vivez à New York City ou à San Francisco et que vous gagnez beaucoup, c'est pas forcément plus intéressant que vivre dans une ville moyenne. Donc pourquoi pas essayer d'avoir un énorme salaire dans une ville un petit peu moins prestigieuse que New York City ou San Francisco. Attends, c'est compliqué à défendre quand les salaires les plus élevés comme ça seront dans ces villes-là. Donc voilà. Dans tous les cas, vous gagnez en pouvoir d'achat aux États-Unis, dans tous les scénarios, sauf quand vous gagnez peu aux États-Unis, donc vous avez un salaire 10% inférieur, donc première tranche, et que vous avez des dépenses médianes, là il vaut mieux vivre en France. Et quand vous avez un tout petit salaire et que vous allez vivre aux États-Unis dans des endroits très chers, ça vaut pas du tout le coup, vaut mieux vivre en France. Les différences de coût de la vie sont largement moins élevées, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir d'achat aux États-Unis, dans tous les cas, reste largement supérieur. Tout à l'heure je disais que les salaires ils sont largement plus élevés aux États-Unis. Quand on compare les 10% des ingénieurs les mieux payés, on est 50% au-dessus, 49% au-dessus pardon, pour les États-Unis et la France. Pour la médiane, on est 75% au-dessus. Pour les 10% qui gagnent le plus, 65% au-dessus. Par contre, sur les pouvoirs d'achat, la différence est quand même en la faveur des États-Unis, mais elle s'équilibre un petit peu plus parce que la santé, la retraite coûte plus cher aux États-Unis. Et encore là, on a pris des hypothèses de santé où on dépense pas énormément, on est célibataire, on n'investit pas énormément là-dedans, on a une assurance retraite assez faible. Quand je vais faire des choses assez simples, mais rajouter 10 000 € par an en termes de dépenses de santé, hop, on arrive sur un intérêt beaucoup moindre de vivre aux États-Unis. Il y a aussi le coût des études qui est important aux États-Unis à prendre en compte. En France, il y a beaucoup d'écoles publiques, on paye pas jusqu'au lycée souvent, et après il y a des études supérieures. En école de commerce en France, on peut payer, ça peut être 10, 15 000 €, 20 000 € l'année.
Mais aux États-Unis, les coûts des études, c'est largement au-dessus. MIT, Harvard, tout ça, ça va être 30 000, 40 000 euros l'année parfois. Parce que pour faire ingénieur, il faut un diplôme, il faut passer par une fac, et ça coûte plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Ça reste quand même plus intéressant de vivre aux États-Unis par contre dès que vous avez un salaire important, ou que vous gagnez beaucoup aux États-Unis, même quand vous dépensez beaucoup en santé. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un tel gap de pouvoir d'achat entre les États-Unis et la France. Les salaires sont largement plus élevés aux États-Unis. Le pouvoir d'achat est plus élevé, mais moins que les salaires le sont. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir de la vidéo. C'est que ce pays est quand même de manière générale plus riche, finance mieux son économie, même si c'est une économie très libérale et qui a tous ses défauts avec, l'individualisme, le fait qu'il y ait plein de gens qui soient laissés sur le carreau, des drogués partout. Je suis déjà allé à San Francisco. Par exemple, voir les gens drogués au fentanyl, ça fout un peu le cafard. Donc vraiment, on voit des choses quand même assez horribles dans ce pays, hein, plus qu'en France. Mais effectivement, quand vous commencez à gagner énormément aux États-Unis en tant qu'ingénieur, et bah vous avez un meilleur confort, une meilleure qualité de vie qu'en France en termes de pur revenu. Maintenant, j'ai envie de nuancer tout ça, et pour moi c'est hyper important de le faire. J'ai pas parlé des avantages sociaux, notamment les congés, le chômage. Rappelons qu'aux États-Unis, les congés obligatoires, c'est pas existant. C'est-à-dire qu'une entreprise peut vous dire il n'y a pas de congé payé dans cette entreprise. Vous pouvez en avoir en moyenne, c'est 2 semaines à 4 semaines de congés par an. En France, c'est 5 semaines de congés par an obligatoires. Là-bas, c'est 2 à 4 semaines pour ceux qui le veulent bien. Donc, c'est vous dire à quel point on a quand même une différence de qualité de vie quand même entre la France et les États-Unis. Évidemment, vous avez un plus gros salaire, un plus gros pouvoir d'achat aux États-Unis. Vous avez beaucoup moins de temps pour avoir des congés, pour avoir du temps pour vous. Donc, vous allez passer beaucoup plus de temps au travail. Le système des 35 heures, des 40 heures en France, vous l'avez. Un ingénieur peut très bien gagner sa vie en faisant 40-45 heures par semaine. Aux États-Unis, il y a moins ça. Donc après, vous commencez plus tôt, vous finissez plus tôt, vous n'avez pas commencé à 10h du matin, dans le monde anglo-saxon c'est plutôt ça, c'est-à-dire que vous commencez à 7-8h, une pause rapide, 30 minutes, 45 minutes, vous mangez limite sur votre bureau, il n'y a pas le temps de pause qu'on a en France où on se pose à table, on prend 1 heure à en discuter, etc. Et vous finissez à 17h. En France, on va commencer à 9h, 10h, ça dépend, à Paris c'est souvent de plus tard, 9h30, 10h, et on finit à 19h avec une pause le midi qui peut être plus longue. C'est un autre style de vie totalement, et au-delà des congés, en France c'est 5 semaines par an obligatoires, mais pour les ingénieurs, comme on n'est pas aux 35 heures, il y a les RTT, donc les RTT ça fait passer à 6-7 semaines en moyenne le nombre de semaines de congés par an en France. Donc 6-7 semaines pour voir votre famille, pour voir vos enfants, pour profiter vraiment de la vie. Est-ce que ça vaut un pouvoir d'achat supplémentaire? Certains diront oui, et la réponse est totalement personnelle. Certains diront non, je préfère être en France, je préfère être avec mes proches, avec ma famille. Aussi, si vous perdez votre job en France, vous avez jusqu'à 24 mois d'assurance chômage. Donc l'État vous couvre jusqu'à 75% de votre salaire pendant 24 mois d'assurance chômage. Aux États-Unis, c'est 12 à 26 semaines et ça couvre que 40 à 50% du salaire. Donc 12 à 26 semaines, c'est 3 mois. 26 semaines, ça fait 6-7 mois, c'est 6 mois et demi si je me trompe pas. Donc 6 mois et demi face à 24 mois d'assurance chômage, des congés totalement différents. Donc un mécanisme et un système totalement différent. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais mettre en vue dans cette vidéo, c'est que là vous avez toutes les cartes un petit peu pour réfléchir, et j'ai utilisé un maximum de données sourcées, chiffrées. Évidemment, je vous mets ce document là Excel dans la description, donc comme ça vous avez toutes les sources que j'ai utilisées pour vraiment vous donner l'avis le plus justifié possible, je l'estime, et à vous de vous faire votre avis. Je sais que c'était un débat assez important dans les commentaires la dernière fois. Maintenant vous avez une vidéo qui peut servir à plein de gens pour étayer un propos. Ça pourrait être intéressant de comparer la France à la Suisse, au Luxembourg. Là c'était aux États-Unis, un pays qui recrute beaucoup d'ingénieurs, qui attire beaucoup parce qu'il y a l'aéronautique, il y a l'aérospatiale, il y a la tech. Effectivement, quand vous êtes en tech à 300 000, 400 000 $ aux États-Unis, ça existe chez Meta, chez DeepMind, chez OpenAI. Là évidemment qu'il peut pour certains y avoir un intérêt financier, mais voilà, encore une fois, un calcul personnel sur un ensemble de critères, et c'est ce message-là que je voulais transmettre dans la vidéo. Je tiens à dire que l'IESF m'a beaucoup aidé dans ces vidéos sur les salaires, je les remercie encore. Le Bureau of Labor of Statistics, je les connais pas et merci pour leur travail, mais voilà, c'est le gouvernement américain qui a travaillé. Et l'IESF, pour info, je donne un peu un petit teasing. Vous aviez aimé la vidéo sur le rapport de 2023, là je vais travailler sur le rapport de 2025 qui sort en octobre, et vous aurez une vidéo sur ce rapport-là avec toutes les données chiffrées. Est-ce que ça va changer quelque chose à la France? On verra ça dans la vidéo, peut-être, peut-être pas. Mais ça arrive bientôt, donc restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, hyper important. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.